J'ai lancé un Super. nouveau robot qui s'appelle le Buddy. Ben justement, on va parler des Ah robots. oui, parler Buddy, Buddy, oui. oui. Ben, J'ai vu que vous aviez pris des parts dans Voilà, la- donc on s'intéresse beaucoup. Ben justement, il sert pas mal dans l'intermédiation au niveau de Oui. l'autisme. Bonjour, je m'appelle Bruno Bonnel, je suis un chef d'entreprise depuis maintenant presque 35 ans et ma spécialité c'est le numérique sous toutes ses formes. J'ai commencé dans le jeu vidéo, puis après dans l'internet et aujourd'hui je m'intéresse à la robotique, mais toujours avec l'idée que la numérisation, la digitalisation du monde va le faire progresser et certainement une manière de le révolutionner, comme je dis. Mes croyances, elles sont multiples, comme chez chaque homme, mais j'en ai deux fondamentales. La première, c'est la science et le progrès de la science qui permet de faire fuir la peur, puisque de la connaissance, de l'information, de la réflexion à partir de faits observés, du génie humain naît la connaissance et donc le refus de la peur. Je crois qu'on a beaucoup de fantasmes depuis des millénaires sur la magie, sur les surprises, et qui débouchent sur des choses un peu extraordinaires quand on arrive à les décrypter, quand on arrive à les identifier, quand on arrive à les nommer parfois. Ça suffit. Puis la deuxième croyance, c'est une croyance plus intime, c'est une croyance sincère de foi en ce qui me concerne, chrétienne, à savoir je pense qu'on a quelque chose qui nous dépasse, qu'on n'est pas réduit à un circuit d'ADN, on n'est pas réduit à des cellules qui sont assemblées par des forces, qu'elles soient fortes ou qu'elles soient faibles d'ailleurs, et qu'il y a une dimension surhumaine qui pilote tout ça. En tout cas, je pense que ça vaut le coup de le penser. Aujourd'hui, le numérique va nous permettre d'augmenter nos capacités mentales, d'augmenter, en déléguant à des machines savantes notre autonomie, d'augmenter notre pouvoir sur le monde. Puisque finalement, l'homme, c'est surtout ça, c'est quelqu'un qui façonne aussi le monde. Alors, dans les années 80, ce qui existait, c'était les microprocesseurs et les PC, donc je me suis intéressé aux jeux vidéo. Dans les années 2000, les réseaux se sont développés, l'Internet est né, et je me suis intéressé à l'Internet. Et puis aujourd'hui, la miniaturisation, la possibilité d'assembler à la fois des capteurs, des processeurs et des actionneurs pour agir sur le monde réel ont permis l'apparition des robots. Donc c'est tout à fait logique que je me sois à la fois inscrit dans une rupture, mais dans une continuité, celle de la numérisation qui transforme notre monde. Thanks, buddy. Follow me. Moi, je crois énormément à la téléprésence, par exemple, qui va permettre à des médecins qualifiés d'intervenir sur des zones reculées. C'est pour ça que je me suis intéressé à cette téléprésence dans une de mes sociétés. De la même manière, on pourrait étendre ça à la téléopération. Il y a déjà plusieurs expériences qui ont été faites de chirurgiens qui peuvent faire des gestes techniques à distance à travers les réseaux. Ça sous-entend une infrastructure, ça sous-entend de mettre en place une numérisation extrêmement maillée sur le territoire, mais ces idées de téléprésence et de téléopération, c'est une première direction. Mais au-delà, il y a des choses plus subtiles. Par exemple, on s'aperçoit que quand on est face à, comme R2D2, à une boîte de conserve à roulettes, sur un petit robot en plastique, l'interaction avec cette machine n'est pas dans les mêmes registres de code que l'interaction humaine. Donc on s'est intéressé notamment à l'autisme avec les robots pour arriver à soutenir des communications, pour arriver à libérer des gens de certaines tensions. Je ne suis pas personnellement du tout un spécialiste de l'autisme, j'ai eu l'occasion et la chance de rencontrer des grands spécialistes qui, à partir de ces outils d'intermédiation, ont permis de faire avancer les choses. D'ailleurs, notre robot s'appelle Emox pour échange d'émotions. Je pense que malheureusement, cette révolution, elle doit s'intégrer dans la médecine et la thérapie de demain. Et que de la même manière, j'avais les mêmes remarques avec les instituteurs et les professeurs quand on amenait les premiers ordinateurs dans les classes. Notre mission, c'est d'apprendre à écrire en lettres cursives à nos élèves. Certes, il y a cette notion de présentiel, cette notion de contact. D'ailleurs, la dernière phrase de mon livre, qui s'appelle « Viva la Révolution », c'est « La Révolution ne nous donnera pas d'excuses pour ne pas avoir de temps pour l'autre ». Donc, ça veut dire qu'au contraire, on va amplifier la qualité de cette relation présentielle. Moi, j'aime bien prendre l'exemple suivant.
C'est que quand on met un patient dans un système, par exemple, de réalité virtuelle, un patient qui a des problèmes cognitifs ou des problèmes d'attention, on s'aperçoit qu'il augmente sa concentration. Donc il fait une espèce d'exercice, un petit peu comme si on était sur un rameur pour améliorer ses muscles. Il fait des exercices. Ça fait partie de l'univers de l'outil, de l'attirail que peut avoir le thérapeute et qui n'enlève rien à la qualité du présentiel. Dans l'enseignement, qui est un autre domaine qu'on adresse, on fait faire beaucoup de choses aux élèves par eux-mêmes à travers l'Internet. Et puis en présentiel, on est dans l'action, on est dans le cas, on est dans l'échange. Donc là, je crois que cette vieille dichotomie entre le présentiel et le contact physique qui devrait refuser une certaine technologie pour améliorer des capacités, je crois qu'elle est un petit peu dépassée. En tout cas, je vous encourage sincèrement à la revisiter et à explorer toutes les possibilités incroyables qu'offre le numérique. Il ne faut pas non plus avoir de nouveaux dieux. Hein. On n'est pas dans une philosophie où ça y est, on a trouvé des solutions technologiques à quelque chose d'aussi subtil, notamment que la santé mentale. J'ai eu dans ma famille l'occasion de le constater, puisque j'ai eu un de mes frères qui était schizophrène. J'ai vu les attitudes, j'ai vu comment d'ailleurs dans l'environnement familial, ça complexifiait énormément les relations humaines. Donc j'ai une expérience vécue de ce type de maladie, et c'est certainement pas avec un ordinateur ou un robot qu'on aurait réglé le problème. L'attention, l'amour, la relation à l'autre est importante, mais on sait bien que ça ne suffisait pas. Il fallait arriver à faire lâcher. D'ailleurs, je crois que c'est parce qu'un certain nombre de méthodes doivent être améliorées qu'il faut s'intéresser au numérique. Mais il faut s'y intéresser comme on s'intéresserait à de nouvelles machines. Est-ce que utiliser une échographie a fait progresser la médecine? Oui. Est-ce que utiliser les rayons X a fait améliorer la vie? Oui. De la même manière, le numérique peut chercher à explorer certaines attitudes par le nombre de répétitions d'un exercice, des choses qui seraient peut-être fastidieuses avec un être humain, des choses qu'on pourrait peut-être rater, parce qu'une caméra calibrée de façon particulière peut améliorer l'attention, peut améliorer l'observation, observer des patterns qu'on n'avait peut-être pas vus. Donc je pense que refuser cette technologie au nom de la médecine est d'abord un acte de relation au patient, point barre, c'est limiter les options thérapeutiques qu'on offre et donc limiter son champ d'expertise. Donc il ne faut pas l'idéaliser, ce n'est pas la panacée, mais quelle est la panacée? Il ne faut pas non plus la refuser, ça semblerait à mon avis une grande erreur. On a beaucoup de peur de ce fameux robot, et ça, c'est la faute d'une personne. Karel Čapek, 1920, sort une pièce qui s'appelle Rossum Universal Robot, qui est une pièce utopiste où il invente un homme décérébré. Je parle à des psychiatres, donc vous imaginez un homme décérébré, c'est-à-dire qu'un homme... Pourquoi? Parce que 1920, c'est la lutte des classes, c'est la révolution industrielle, les ouvriers commencent à faire un certain nombre de grèves, et donc si on avait un homme décérébré, on simplifierait la vie et l'homme pourrait vivre d'utopie en lisant et en aimant. Et puis bien sûr, dans toute la pièce se déroule, ça se passe plutôt pas mal, et il y a une femme. Il y a une femme qui dit, mais c'est terrible, je viens de voir un de ces robots, alors pour un robot, parce que c'est la racine robota, qui en slave veut dire travail de force, donc il a choisi ce mot pour qualifier ces hommes décérébrés, et elle dit, mais il vient de s'ébroyer la main et il ne ressent rien. Et rajoutez, s'il vous plaît, la sensation de douleur au robot. Et de là, on bascule, la sensation de douleur, on vient à la sensation de conscience, et bien sûr, les robots se rebellent. Ce mot robot a terrifié des générations, terrifie toujours. Terminator, la guerre des étoiles, des auteurs de science-fiction ont projeté cette idée que le robot allait remplacer l'homme. La difficulté, c'est que parce qu'il prend la terminologie robot, un objet se transforme dans l'imaginaire. Mais quand il a la terminologie doudou, il ne se transforme pas. Peluche, il ne se transforme pas. Donc je crois que c'est là qu'est la rupture. C'est qu'on prête, nous, adultes, nous, gens de pleine conscience, nous prêtons à ces engins savants, hein, pour les qualifier, voire les disqualifier, nous prêtons des intentions,
une façon de réagir ou une intelligence, voire une relation émotionnelle qu'ils n'ont absolument pas. Donc c'est bien la projection que font les enfants, ou c'est la projection que font les malades sur ce type de support qui est la clé des choses. Alors, pourquoi à ce moment-là s'embêter? On n'a qu'à leur donner des peluches et on n'ira pas plus loin. Parce que c'est intéressant, c'est de voir quelles données on peut recueillir à partir de ces robots. Comment on peut voir évoluer l'enfant à partir de ces robots. Comment on peut soulager et compléter le travail d'observation du thérapeute pour qu'il améliore la situation quand elle est complexe face à un malade mental. Je vais disparaître, c'est l'avatar qui va être présent avec la voix simulée. Est-ce que vous êtes prêt à commencer? Oui. On commence. Ça, c'est intéressant. Est-ce que, par exemple, il lui adresse la parole d'une certaine manière? Ça peut être enregistré, ça peut être traité. Est-ce qu'il le touche d'une certaine manière? Des capteurs de caresses, par exemple, existent aujourd'hui sur un certain nombre de robots. Est-ce qu'il comprend tout ce que le robot lui dit par des réactions faciales, avec des caméras de reconnaissance faciale? Donc, le robot, encore une fois, c'est un outil d'analyse qui vient compléter le travail du thérapeute. C'est mieux qu'une peluche, parce qu'il n'a pas cette neutralité absolue, mais c'est certainement beaucoup moins bien qu'un humain. Et en tout cas, on lui prête des capacités qu'il est très très loin d'avoir. D'ailleurs, les plus malades de toutes les maladies mentales, ça sera probablement le robot. Personne t'aime. Tes parents vont mourir à cause de toi. Je crois qu'il faut qu'on fasse une grande distinction entre innovation et invention. Une invention, c'est une proposition qu'on fait à un marché. On peut inventer la flûte à 3 trous ou le trombone à coulisses et on le propose à un marché, il ne fonctionne pas, il y a une chance sur 2, on verra bien. Une innovation, c'est une réponse à une demande sociétale identifiée. Par exemple, aujourd'hui, nous cherchons des réponses sur comment mieux traiter une population dont l'espérance de vie va s'allonger, et donc qui va connaître de nouvelles maladies, de nouvelles formes de vie, qui doit aller vers de nouvelles formes de vie. Donc, est-ce que c'est dans le numérique? Est-ce que c'est dans l'aménagement d'appartements spéciaux? Donc, quand on innove, on veut répondre à une demande sociétale. Alors, quand on invente, spontanément, c'est de la création, on propose. C'est presque un geste artistique d'inventer, alors que c'est un geste scientifique d'innover. Et ça, c'est une vraie différence. Alors après, il y a des données avant l'angoisse. Et on s'aperçoit, par exemple, je vous donne un exemple, en 1900, à Paris, il y avait 1 million de personnes qui travaillaient, en France, excusez-moi, il y avait 1 million de personnes qui travaillaient dans l'hippomobilité, la mobilité à cheval. Il y avait des penseurs, des maréchals ferrants, des gens qui élevaient des chevaux, des fabricants de charrettes, etc., etc. En 1950, il en restait moins de 20 000. Donc on pourrait dire, waouh, le progrès, l'automobile, cette innovation, elle a tué presque plus de 900 000 emplois. Mais en 1950 en France, il y avait 3,5 millions de personnes qui travaillaient dans l'automobile. Donc il ne faut pas voir ça comme de l'élimination de travail, il faut voir ça comme de la transformation du travail. Je parle à vous, psychiatre. Si vous croyez que votre métier dans 20 ans est exactement le même que celui que vous faites aujourd'hui, ou vous êtes inconscient, ou vous n'avez pas vu ce qui se passe autour de vous. Et je pense que là, il faut se remettre en question, parce qu'on n'est plus dans un monde où on a fait une formation jusqu'à 25 ans, et puis après, on va rouler dessus, un espèce de stock de connaissances, et puis qu'on exploite le long de sa vie. On est dans un flux de connaissances. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est bien, encore une fois, de transmettre un peu de façon provocative, mais c'est bien, encore une fois, de transmettre. Et il y aura de nouveaux types de docteurs, de médecins, de psychiatres qui évolueront par rapport à ces outils, qui se spécialiseront peut-être. Vous aurez peut-être un psychiatre spécialiste de la robotique. Et ça sera tant mieux. D'ailleurs, nous collaborons déjà avec des sociologues, nous collaborons avec des anthropologues, nous travaillons avec des designers. On pourrait très bien travailler un jour avec des psychiatres en tant que concepteurs de robots, pour voir comment justement cette interaction peut devenir intéressante, plus intéressante, tout en restant dans les limites de la technologie face à l'humain. Donc je crois que ces angoisses de dire
est-ce que ça ne va pas bouleverser le monde? Il faut juste les éliminer en disant oui, ça va bouleverser le monde. Mais en regardant notre historique, le progrès, je vous l'ai dit au début de mon intervention, la science, elle n'a fait qu'aller dans le bon sens de l'être humain. En moyenne, il y a bien évidemment des perversions, il y a des choses terribles. On ne va pas refaire l'histoire avec Einstein et la bombe atomique, mais quand même, Einstein a apporté beaucoup plus que la bombe atomique. Et là, c'est un petit peu pareil. Le numérique va apporter beaucoup plus que ces angoisses, qui d'ailleurs, dans la nouvelle génération qui arrive, celle qu'on appelle les digital natives, qu'on appellera d'ailleurs probablement bientôt les robots natives, seront des choses du passé. Et on ne s'angoissera pas de l'arrivée de l'automobile du futur.